Je ne comprends pas encore, mais je veux essayer. Cette phrase, simple et sincère, fut applaudie. Elle marquait un changement profond. Le savoir cessait d'être une compétition pour devenir un chemin partagé. Les générations formées dans cet esprit n'avaient pas peur de demander de l'aide. Elles comprenaient que la coopération est une intelligence collective. Chapitre épilogue XXV. La transmission intergénérationnelle. Nguyen n'avait jamais écrit pour imposer une méthode figée. Elle savait que chaque génération devait réinventer ses propres outils. Mais elle insistait sur un point essentiel. La transmission n'est pas une copie. C'est une adaptation. Les parents formés à cette pensée ne cherchaient pas à reproduire exactement ce qu'ils avaient appris. Ils l'ajustaient aux réalités nouvelles. Ils parlaient avec leurs enfants des erreurs du passé sans dramatiser. Ils expliquaient les choix historiques sans simplifier à l'excès. Ils encourageaient l'esprit critique sans nourrir le cynisme. Ainsi, la mémoire devenait vivante. Elle évoluait avec ceux qui la portaient. Chapitre épilogue XXVI. L'éducation comme acte de confiance. Un des héritages les plus profonds de Nguyen fut peut-être celui-ci. Éduquer, c'est faire confiance. Faire confiance à la capacité de comprendre. Faire confiance à la capacité de choisir. Faire confiance à la capacité de grandir. Cette confiance n'était pas aveugle. Elle était accompagnée, expliquée, discutée. Mais elle refusait le contrôle excessif et la peur permanente. Dans les systèmes éducatifs inspirés par cette vision, les élèves étaient responsabilisés très tôt. Ils participaient aux décisions collectives. Ils apprenaient à mesurer les conséquences de leurs actes. Cette autonomie encadrée produisait des adultes plus stables et plus engagés. Chapitre épilogue XXVIII. Le temps long. Nguyen avait consacré sa vie à l'archive, à ce qui traverse les décennies. Elle savait que les effets les plus importants ne sont jamais immédiats. Son héritage éducatif s'inscrivait dans ce temps long. Les premières années, les résultats semblaient discrets. Les changements étaient subtils. Les indicateurs classiques peinaient à les mesurer. Puis, lentement, les effets cumulés apparurent. Moins de radicalisation. Plus de dialogue. Une meilleure capacité à gérer les crises complexes. Le temps long avait fait son œuvre. Chapitre épilogue Exit. L'héritage invisible. Nguyen ne donna jamais son nom à une institution. Elle refusa les honneurs. Elle préféra rester une présence discrète. Son héritage ne se lisait pas sur des plaques commémoratives. Il se voyait dans les attitudes. Il se ressentait dans les échanges. Chaque fois qu'un enseignant prenait le temps d'expliquer plutôt que d'imposer. Chaque fois qu'un élève posait une question honnête. Chaque fois qu'un citoyen refusait une réponse simpliste. C'était là que vivait son héritage. Lorsque les années passèrent et que les témoins directs disparurent peu à peu, il resta quelque chose de plus solide que les souvenirs. Il resta une manière de penser. Nguyen n'avait jamais voulu laisser une leçon définitive. Elle savait que les vérités figées meurent plus vite que les questions sincères. Ce qu'elle laissa derrière elle, ce ne fut pas une réponse, mais une posture face au monde. Une posture faite de prudence et de courage. De curiosité et de retenue. De mémoire et de responsabilité. Les générations suivantes comprirent que l'histoire n'est pas un objet à posséder, mais un dialogue à entretenir. Elles apprirent que le progrès n'est pas une course en ligne droite, mais une succession de choix réfléchis. Dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les familles, on transmit une idée simple. Avant de juger, comprendre. Avant d'agir, réfléchir. Avant de parler, écouter. Ces principes n'étaient pas toujours spectaculaires. Ils ne promettaient ni succès immédiat ni reconnaissance rapide. Mais ils construisaient quelque chose de plus durable. Une société capable de douter sans se perdre. Une société capable de débattre sans se détruire. Une société capable d'avancer sans renier sa mémoire. Nguyen avait compris très tôt que le savoir n'est dangereux que lorsqu'il est détaché de l'éthique.
Elle avait vu comment des connaissances mal utilisées pouvaient déformer le réel, justifier l'injustifiable, effacer l'humain derrière les chiffres et les slogans. C'est pourquoi elle insistait sur une transmission lente et consciente. Elle disait que chaque génération doit apprendre non seulement à lire les archives, mais à les questionner. À reconnaître ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu. À accepter que certaines vérités dérangent, sans pour autant céder à la peur ou à la colère. Dans ce monde toujours plus bruyant, son héritage fut un appel au calme. Pas un calme passif. Un calme vigilant. Un calme qui permet de voir clair. Un calme qui protège de la manipulation. Un calme qui rend possible la nuance. Les enfants devenus adultes comprirent que la liberté intellectuelle n'est pas l'absence de règles, mais la capacité à penser avec rigueur et honnêteté. Ils apprirent que la responsabilité individuelle commence là où l'on cesse de se cacher derrière l'ignorance. Ils comprirent aussi que transmettre ne signifie pas imposer. Que guider n'est pas contrôler. Que protéger la mémoire ne signifie pas vivre dans le passé. Ainsi, sans monument, sans statue, sans célébration officielle, l'œuvre de Nguyet continua. Elle continua dans chaque regard attentif posé sur un document ancien. Dans chaque discussion menée avec respect malgré le désaccord. Dans chaque choix fait en conscience, même lorsqu'il était difficile. Et peut-être était cela sa plus grande réussite. Avoir rappelé au monde que l'intelligence n'est pas seulement une capacité à accumuler des informations, mais une manière d'être humain. Avoir montré que le futur ne se construit pas contre le passé, mais avec lui. Avoir transmis, sans jamais l'imposer, une éthique du savoir pour ceux qui viendront après. Le silence qu'elle émet n'en était pas une absence de voix. C'était l'espace nécessaire pour entendre ce qui compte vraiment. Elle savait que dans son présent, ce registre n'existait pas. Les archives historiques mentionnaient sa perte, un mystère survenu pendant le Grand Transfert de 1954. C'était l'occasion de toute une vie pour une archiviste. Elle se glissa derrière le coffre-fort. Là, dans l'ombre, Nguyet vit une petite tablette de bois. Dessus, un livre de contes en cuir marron, épais, avec un dos use. Elle le reconnut immédiatement, c'était le registre des manuscrits indo-chinois, dont on disait qu'il contenait la liste de trésors perdus. Elle prit le registre. Il était étonnamment lourd. Au même moment, elle entendit un bruit sourd et inquiétant. Elle se retourna. Le cercle de laiton du badge de Lotus commençait à se rétracter de la serrure. La lumière verte clignotait frantiquement. La porte 7, qui était là il y a quelques secondes, commençait à s'intégrer au mur, se transformant à nouveau en un magma de béton gris. « Non !» s'écria Nguyet. Elle courut vers la porte. Juste avant qu'elle ne se referme, elle aperçut M. Luong de l'autre côte. Il regardait l'entrée d'un air de plus en plus confus, comme si sa mémoire de leur conversation commençait déjà à s'effacer. Il ne la voyait plus. Il regardait un mur. Nguyet se jeta à travers le passage. L'air vibra autour d'elle, un vent étrange fait d'électricité statique et de poussière. Elle atterrit maladroitement sur le sol du sous-sol de 2024, le registre du passe serre contre sa poitrine. Un instant plus tard, le bruit s'arrêta. La porte 7 avait disparu. Il ne restait plus qu'un mur de béton gris et froid, avec les mêmes micro-fissures qu'avant. Seul un grain de poussière étranger, sentant le charbon et muni de la pluie, était tombé sur le sol de son époque, juste à l'endroit où elle était tombée. Nguyet se releva, haletante, le cœur battant. Elle était de retour. Le temps était 19h10. Elle avait passé moins de 10 minutes à l'autre époque. Elle regarda le livre dans ses mains. Le cuir était use, les pages jaunies. Il était réel. Un artefact du passe, ramené dans le présent. Un livre qui n'aurait jamais dû exister dans sa ligne temporelle. J'ai réussi, murmura-t-elle, une vague d'adrénaline la submergeant. Puis, une nouvelle pensée la frappa, glaciale, le badge. Elle se souvint d'avoir inséré le badge en lotus dans la serrure. Elle chercha la serrure. Elle chercha le badge. Il n'y avait pas de serrure. Et le badge n'était plus sur sa veste.
Il était reste de l'autre côte. Guyet n'avait plus le moyen d'ouvrir la porte. Et si la porte n'apparaissait qu'une seule fois? Et si le badge était la seule clé, désormais perdue dans le Hanoï de 1954? Elle regarda l'heure. Il était 19h12. Dans 48 minutes, elle devait quitter la bibliothèque, car les lumières s'éteindraient automatiquement. Elle était revenue avec un trésor, mais elle avait peut-être perdu l'accès à son secret pour toujours. Après sa retraite officielle, Guyet continua de se lever tôt. L'habitude était devenue une forme de fidélité. Elle n'allait plus chaque matin à la Bibliothèque nationale, mais la bibliothèque ne l'avait jamais vraiment quittée. Elle donnait désormais des cours ponctuels aux jeunes archivistes. Pas des cours techniques. Cela se trouve dans les manuels. Elle parlait plutôt de choses qu'aucun programme ne prévoit. Elle parlait de la patience. De l'humilité devant un document ancien. De la différence entre savoir et comprendre. Les étudiants l'écoutaient avec une attention curieuse. Certains prenaient des notes. D'autres se contentaient d'observer son calme. Un jour, une étudiante leva la main. « Madame, demanda-t-elle, comment savoir si un document est dangereux? » Guyet réfléchit un instant. « Un document devient dangereux quand on veut l'utiliser pour se donner raison, répondit-elle. Tant qu'on l'utilise pour apprendre, il reste inoffensif. » L'étudiante sourit. Cette phrase resta dans les carnets bien plus longtemps que n'importe quelle règle de classement. Chapitre XLI. Le mur et les enfants. Des années plus tard, la bibliothèque organisa une visite scolaire. Un groupe d'enfants descendit exceptionnellement dans la zone des archives spéciales, sous la surveillance attentive du personnel. L'un des enfants s'arrêta devant le fameux mur de béton gris. « Pourquoi il est différent des autres » demanda-t-il. La guide hésita. Elle chercha une réponse neutre, institutionnelle. « Parce qu'il soutient le bâtiment » dit-elle. L'enfant fronça les sourcils. « Mais tous les murs soutiennent quelque chose, non ?» Guyet, présente ce jour-là comme invité d'honneur, s'approcha. « Oui, dit-elle doucement. Mais celui-ci soutient surtout des questions. » L'enfant sembla satisfait de la réponse. Il posa sa main sur le mur, quelques secondes seulement, puis repartit en courant. Guyet observa la scène avec tendresse. Elle pensa que le temps avait parfois de l'humour. Les enfants reconnaissent instinctivement ce que les adultes oublient d'écouter. Chapitre XLIT. Les chronos ne reviennent pas. Les chronos ne revinrent jamais. Du moins, pas sous une forme hostile. Guyet en était convaincu. Ceux qui avaient compris ne ressentaient plus le besoin de forcer. Parfois, un chercheur étranger demandait accès à certains fonds sensibles avec une insistance étrange. Guyet reconnaissait alors une posture familière. Pas un ennemi. Un impatient. Elle répondait toujours avec le même sourire. Revenez quand votre question sera plus importante que votre réponse. La plupart ne revenaient pas. Quelques-uns, oui. Ceux-là devenaient souvent d'excellents chercheurs. Chapitre XLIV. Une vie bien classée. Guyet mena une vie simple. Elle lisait beaucoup. Elle marchait lentement. Elle préparait le thé avec une attention presque cérémonielle. Elle ne parla jamais publiquement de la porte numéro 7. Pas par peur. Par respect. Certaines histoires ne sont pas faites pour être racontées.